notre brochure intitulée « Du dialogue et de la transmission intergénérationnelle ». Cette deuxième brochure est le résultat d'une série qui est partie d'un projet dénommé « Passerelle pour une éducation réciproque » dont la sociologue Bintou a mené l'étude, mais il est parti du constat qu'il y avait toute une série de problèmes entre les parents et les jeunes, et pour pouvoir apporter des solutions, nous avons investigué ces problèmes. Il y a 2 ans, nous avons sorti la brochure du parcours migratoire des parents, qui a donné également lieu à l'exposition Irrélatif. Et cette année-ci, c'est la deuxième réponse dans cette brochure qui parle du dialogue. Les illustrations ont été faites par notre artiste Alberto Zolana. Papa Albert. Oui, bravo. Et le graphisme est par Micheline, qui n'est pas encore là, mais qui va nous rejoindre. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Bintou pour pouvoir dévoiler les contenus de ce travail. Merci à vous. Bonsoir à tout le monde et merci de votre présence. Désolée que la présentation PowerPoint ne puisse pas marcher, mais bon, je vais essayer de le faire de façon à lecture. Donc, comme Aimé vient de vous le dire, c'est un travail qu'on a effectué, ça doit faire maintenant 3 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, nous vous présentons la première brochure qui suit la première qui portait sur le parcours migratoire des parents. Donc, on est parti de 3 constats. C'est un bref rappel que je fais de notre projet. Le premier constat est que les aînés ont remarqué que les jeunes étaient affectés d'un mal de vivre qui résulterait, disons, d'une perte identitaire. Comme quoi, ils ne connaissent pas très bien leur culture et c'est souvent source de tensions, de problèmes, notamment en ce qui concerne leur développement, leur épanouissement dans la société. Le deuxième constat est que les parents, eux aussi, étant en terre étrangère, eux-mêmes, ils ont des difficultés d'adaptation. Et cette faiblesse fait que, se trouvant dans une situation de faiblesse, ils ont eux-mêmes des difficultés à s'adapter dans la société et aussi à aider, accompagner leurs enfants dans leur développement identitaire. Et le troisième constat est qu'il y avait une absence notoire de dialogue entre jeunes et parents et que, disons, malgré une volonté réelle de part et d'autre des parents et des jeunes. Donc, partant de ces 3 constats, nous nous sommes posé la question centrale qui est de savoir, en situation d'immigration, quelles valeurs transmettre en famille et quelle éducation dispenser aux jeunes via toujours le dialogue intergénérationnel. Donc, de cette question globale, nous avons pu, pour mener nos différentes activités, subdiviser ces questions, les éclater, pour avoir 3 questions subsidiaires, à savoir, quel sens les jeunes donnent à la connaissance de l'histoire et du parcours migratoire de leurs parents. Et quel est, pour les parents, l'intérêt d'une telle information chez les jeunes. Ce fut l'objet de la première brochure que nous avions intitulée « Parcours migratoire des parents ». La deuxième question est de savoir quelle est la perception des jeunes et des adultes des valeurs de la société de départ et quel rôle celles-ci peuvent jouer dans la construction identitaire de leurs parents en milieu migratoire. Et c'est l'objet d'ailleurs de cette brochure.
troisième question qui fera l'objet de la troisième brochure qui sortira cette année-ci, je pense, et de savoir comment les jeunes perçoivent leur avenir et envisagent les solutions par rapport à celui-ci. Excusez-moi. Donc, trois objectifs ont découlé de ces trois grandes questions qu'on vient d'exposer, à savoir, dans un premier temps, identifier les besoins des jeunes, des parents et des adultes en matière d'éducation, de communication et d'information sur les valeurs d'origine et du milieu d'accueil, bien évidemment. En deuxième lieu, il était cas de voir comment la famille, via le dialogue intergénérationnel, peut jouer un rôle dans la recherche de repères et dans la construction identitaire des jeunes. Et en troisième lieu, voir, étudier la manière dont la communication intrafamiliale et la transmission des valeurs contribuent à la construction identitaire des jeunes et des adultes. Pour mener cette étude, nous avons mené une étude qualitative à l'aide d'un guide d'entretien qu'on a mené auprès de nos trois publics cibles, à savoir les jeunes, les parents et les seniors. Et nous avons mené 35 entretiens à Liège et à Bruxelles. Dans la brochure, on a mis en annexe les questions qui nous ont permis d'élaborer ce document. Donc, de quoi est-il cas dans cette brochure? Après ce bref rappel du projet global. Donc, comme je l'ai dit tantôt, je vais peut-être me répéter, mais comme nous avons suivi une démarche, donc trois grandes questions, à partir de ces trois grandes questions, on a fait chaque année cibler un objectif bien précis qu'on a développé et qui nous a permis de produire une brochure. Donc pour cette année-ci, comme je l'ai dit tantôt, c'était d'identifier les besoins des jeunes en matière d'éducation, de communication sur les valeurs d'origine, essayer de voir comment ça se passait en matière d'éducation, toujours de dialogue dans la famille, notamment entre eux, leurs parents, mais aussi dans leur environnement immédiat. Voir comment la famille, comme je l'ai dit, donc étudier la manière dont la communication intrafamiliale et la transmission des valeurs contribuent à la construction identitaire des jeunes et des adultes. Voir comment instaurer et dynamiser le dialogue entre parents et enfants. Et en dernier lieu, voir dans quelle mesure faire avancer les mentalités des adultes en matière d'éducation pour voir comment ceci pouvait concourir à une juste adaptation aussi bien des jeunes que des parents dans leur terre d'adoption. Donc, les résultats, suite à l'enquête que nous avons menée, on est allé voir notre public cible. On a mené des enquêtes sur différents aspects et après l'exploitation de ces questionnaires, nous avons abouti à quatre grandes affirmations, à savoir la première, qu'il existait un besoin réel des jeunes en matière d'éducation, mais que les parents n'ont pas une totale licence d'exercice de leur autorité sur leurs parents. Ce qu'on veut dire par là, c'est que parents et jeunes sont conscients qu'il y a réellement un besoin qui est là. Mais les parents souvent se disent que bon voilà, on n'est pas chez nous. Et souvent, les valeurs que nous transmettons, l'éducation que nous avons reçue et que nous aimerions transmettre à nos enfants ne sont pas adaptées ici. Et souvent même, il y a une peur d'une autorité extérieure qui pourrait venir, disons, s'impliquer dans l'éducation au niveau des familles. Et ça bloque un peu les parents dans leur souhait d'aller jusqu'au bout de l'éducation qu'ils voudraient donner
à leurs enfants. Un deuxième résultat est la reconnaissance des parents de l'importance de l'écoute vis-à-vis des jeunes. Toutefois, la différence de conception et de perception de la vie, des valeurs de référence, constitue des points de divergence, ce qui bloque le dialogue entre eux. Ce qu'on entend par là est que c'est vrai que les parents sont conscients que dialogue et écoute vont de pair. Ils veulent bien être à l'écoute de leurs enfants, mais il y a un problème. Souvent, il y a une divergence au niveau des conceptions, du vécu. Souvent, bon, il y a des choses qu'ils n'aimeraient pas, comment dire, disons des limites qu'ils voudraient fixer à leurs enfants, mais ils ne peuvent pas. Les enfants ont tendance à percevoir cela d'une autre façon. Et du coup, cela crée des tensions, des frustrations. Et cela peut même aboutir à un déni de la culture même du jeune. Donc, arriver à un moment où, bon, voilà, les parents veulent imposer certaines pratiques qu'ils jugent bien évidemment être le bien de leur agir pour le bien de leur enfant, seulement ceux-ci ne le voient pas de cette façon. Parce que bon, ils sont dans un autre contexte où il y a des valeurs, une réalité, une culture qui n'est pas forcément la culture, disons, compatible à la culture d'origine des parents. Le troisième résultat est la délégation de pouvoir. Donc les parents pensent que déléguer à un moment donné à certaines personnes ou à certains membres de l'entourage une partie de l'éducation pourrait les aider à ce qu'il y ait une meilleure entente entre eux et leurs enfants. Donc là, par exemple, disons une idée qui est venue assez souvent, ou plutôt une solution à ce problème, et que bon, les parents, les grands-parents, qui sont souvent plus proches des jeunes et plus disponibles par rapport aux parents, qui ont beaucoup de contraintes liées à leur quotidien, ils n'ont souvent pas le temps d'être avec leurs enfants, de leur inculquer ce qu'ils voudraient, d'être vraiment à l'écoute de ces enfants. Alors ils se disent, mais pourquoi ne pas déléguer une partie de cette éducation, de nos responsabilités aux grands-parents qui sont là et qui, eux, possèdent quelques astuces pour pouvoir se rapprocher, communiquer, mieux transmettre et aider même les jeunes à mieux s'épanouir dans la société. Et le dernier résultat est que parents et jeunes possèdent une notion claire du dialogue, communiquer, expliquer et beaucoup écouter. Mais pour les parents, il faut une autre éducation du dialogue. Ce qu'on entend par là, c'est que les parents, dans la culture qu'ils ont reçue, c'est une culture d'imposition. On ne savait pas dialoguer avec nos parents. On nous impose, on dit c'est comme ça, il n'y a pas d'explication et on n'a pas besoin. Et on n'ose même pas contester, même pas, disons, poser la question, savoir, mais papa, maman, pourquoi ça et ça? Et ici, c'est une autre culture. Les enfants, ils ont besoin de parler. Ils posent des questions. Ils veulent tout le temps savoir. Et là, on trouve que les parents pensent que, compte tenu de leur culture, de l'éducation qu'ils ont reçue, ils sont très limités pour aller vers les enfants, instaurer plutôt le dialogue. Et ça leur pose un problème. Et ils pensent que peut-être pour qu'il y ait plus de communication entre eux et les enfants, il faut qu'eux, ils s'autorisent. Mais comme l'ont dit certains, le dialogue, c'est quand même de l'art. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est plutôt une chose qui s'acquiert. Donc, nous avons 4 grandes conclusions, à savoir dialogue et écoute vont de pair. Toutes les familles ne sont cependant pas outillées dans ce domaine, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. L'écoute et le dialogue sont perçus comme un art. Leur absence peut être source de conflit, mais aussi de perturbation dans l'affirmation identitaire de l'enfant.
Troisième conclusion, expliquer aux jeunes le sens de certaines pratiques culturelles et éducatives peut les aider à entretenir des rapports sains avec leur culture d'origine. Et enfin, les parents sont invités à faire preuve de flexibilité dans l'éducation dispensée aux enfants et tenir compte des ajustements qu'implique souvent l'évolution de l'âge de leurs enfants. Et Madeleine va nous lire, c'est bien ça. Elle va essayer de nous lire 2 ou 3 des extraits des interviews. Des interviews. Et après, s'il y a des questions... Voilà, donc on a décidé que bien sûr on ne peut pas tout lire de tous ces témoignages. L'envie, moi je voudrais vous donner l'envie de découvrir ça à partir de ces extraits que je vais vous lire. Le premier est un témoignage qui sera lu dans son entièreté, et puis les autres, ben, c'est au gré de ma sensibilité propre que j'ai sélectionné des morceaux comme ça. Voilà. Donc, le premier extrait, c'est, puisqu'on a à chaque fois des noms qui sont des initiales, MS. À 27 ans, elle est congolaise, naturalisée belge. Quand nous sommes arrivés, nous étions 5 enfants, un oncle et mon cousin. Nous sommes arrivés tous ensemble avec les parents, donc papa, maman, 5 enfants, un cousin et un oncle. La culture de mes parents, c'est vrai que je me suis souvent heurtée à cette culture, vis-à-vis par exemple de mon père, qui est très ancré dans les rituels, dont le mariage coutumier. Mon père a eu une deuxième femme, un deuxième bureau, et il voulait qu'on l'appelle maman. Ce qui pour moi personnellement ne me plaisait pas du tout. Donc je n'y arrivais pas et je ne comprenais pas. Je ne trouvais pas d'explication. Émotionnellement parlant, je ne pouvais pas accepter cela. Je n'étais pas baignée dans sa culture à lui. Lui, il a eu un père aussi, mais enfin, il n'a pas connu ses parents, mais il a eu des frères polygames. Il était donc baigné là-dedans, mais moi pas. Appeler ma belle-mère maman, je ne pouvais pas, je l'appelle ma belle-mère. Cela prouve bien que culturellement, j'ai choisi un camp. Donc, maman, ce n'était pas possible. Alors, on est passé à tantine. Il fallait quand même qu'on l'accepte en tant que mère. Pas possible, mais à côté de cela, ils ont eu 2 enfants. Ce sont mes frères. Et je ne vais pas les appeler mes demi-frères. Si j'explique ma situation à un Européen, je vais utiliser ce qualificatif, mais pour moi, ce sont mes frères et sœurs. J'ai une relation avec ma famille très particulière, dans le sens que j'ai eu du mal à me dire que ma famille est le noyau qui permet de me recentrer. Pas du tout. Parce qu'en fait, pendant mon enfance, c'est la chose qui m'a le plus divisée en tant qu'être. Entre la culture belge, la culture congolaise, entre le divorce de mes parents, entre les différentes situations de mes frères qui s'en vont. Enfin bref, ça a été très difficile. Moi, ça m'a plus divisé que rassemblé. C'est plutôt avec les cousins que je sens le lien familial, dans le sens où pour moi, la famille, c'est quelque chose de grand. Et déjà vivre tous les 5 avec nos parents, c'est difficile. Alors à plus forte raison d'être à 10. Oui, puisqu'il y avait une femme en plus, et il y avait aussi des enfants en plus. La famille, ce n'est donc pas le noyau familial belge comme je l'entends.
j'ai eu beaucoup de difficultés pour comprendre certains rituels. Et avec l'âge, j'y arrive de mieux en mieux. J'arrive même à accepter certaines choses. Maintenant, ce qui a été difficile par rapport à la communication, c'est que mon père nous inflige sans nous expliquer. Ça, c'était difficile parce qu'au niveau de la transmission, il ne nous expliquait jamais. Mes parents ne passaient pas leur temps à expliquer, ils n'en ressentaient pas le besoin parce que dans leur culture, ça ne marche pas comme ça. Ils ne ressentaient pas non plus que nous étions imprégnés de deux cultures et que dans l'une, ils devaient s'expliquer. C'est dommage, je n'ai pas d'enfants, mais je pense que mes rapports avec eux seront différents de ceux que j'ai eus avec mes parents. Aujourd'hui, par rapport à mon propre cas, je constate que communiquer avec les gens, de manière générale, c'est difficile. C'est difficile avec toute personne de communiquer, de devoir transmettre une idée, que cette idée soit comprise par l'autre de la même façon que moi. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire. Pour communiquer, il faut être deux, mais j'ai l'impression que je suis souvent confrontée à des gens qui ne veulent pas communiquer. Alors, je ne sais pas encore comment nouer une relation lorsque l'autre personne ne veut pas communiquer. Et moi, personnellement, je ne sais pas. Et par rapport à la communication, j'ai pu aussi découvrir que les gens possédaient différentes façons de communiquer. Il faut alors savoir reconnaître et percevoir le canal adéquat pour une communication avec l'autre. Et ça, c'est super. Pour le moment, moi, je me mets là-dedans et je me perds là-dedans. Est-ce parce que mon père était tellement autoritaire? Ça tombe bien qu'on en parle aujourd'hui parce que hier, j'en parlais justement à mon psy et il me disait que on ne saura pas la suite de ce qu'a dit le psy, ce qu'elle a dit. Donc maintenant, on va avoir des morceaux de témoignages. 23 ans, originaire de Kinshasa. Il est belge par adoption et nous confie sa perception du dialogue et de l'écoute. Dialoguer avec son enfant peut être très instructif pour lui, mais il ne doit pas devenir un copain. Par rapport à cela, il y a un certain respect que l'enfant doit avoir vis-à-vis de ses parents. Il ne doit pas abuser de l'attitude de ses parents vis-à-vis de lui. L'écoute permet d'éviter les conflits de génération qui découlent d'idées reçues par les parents et qui divergent de celles des jeunes. Cela parce que les parents ne voient pas de la même manière d'interpréter les choses et que cette même manière évolue avec le temps. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents à l'écoute qui ont eux aussi justement su concilier la culture européenne et africaine et en optant pour ce système, ils arrivent à s'adapter à nos situations. Ils peuvent nous comprendre sur certains points, mais ce n'est pas toujours le cas. Car le côté africain, parfois, prédomine. Par exemple, tout bêtement, avoir une copine et en parler, c'est un sujet tabou dans les familles africaines. Mais mes parents l'ont accepté sans tabou, sans nous mettre des barrières. Et d'après ce que j'ai entendu dans beaucoup de familles africaines, ça n'est pas toléré. C'est une autre forme d'intégration à la culture belge, la manière de papa de parler quand je ramène des amis. On sent qu'il a envie, du moins qu'il essaye, entre guillemets, de faire le jeune et montrer qu'il arrive à s'adapter. PL a 23 ans. Elle vit en Belgique depuis 3 ans et ses parents ont vécu entre le Congo et la Belgique.
Le respect entre une personne adulte, je pense que cela n'existe pas ici. J'ai vu dans le métro des jeunes qui disaient à une personne âgée « Ouais, mais casse-toi !» En Afrique, on ne parle pas comme ça à des grandes personnes, même s'il s'agit de ta propre maman. Et je me dis que lorsqu'un enfant peut se confier à ses parents, je pense que les parents ont plus facile à l'aider et à l'orienter. On ne sait pas ce qui peut pousser un enfant à avoir certains comportements. On ne sait pas non plus deviner ce que pense un enfant dont on ne peut savoir que lorsqu'il prend la parole, lorsqu'il vient à en parler. Et là où il y a le plus de dégâts à cause de l'absence de dialogue, c'est au niveau de la sexualité. Je pense que si une mère et sa fille ne se parlent pas souvent, ne dialoguent pas jusqu'à un certain âge, il sera difficile de commencer. Il y a souvent des enfants qui tombent dans une vie sexuelle précoce. On va dire juste par curiosité. Et dans les familles africaines, c'est fréquent, les jeunes filles qui ne communiquent pas avec leurs parents et vont cacher, par exemple, une grossesse, vont avorter. Bref, qui vont se trouver dans des difficultés tout simplement parce qu'ils n'ont pas su parler à leurs parents. MJ est un jeune de 33 ans au parcours difficile, né en Belgique et naturalisé à l'âge de 18 ans. Il possède un graduat en éducation. Il faut toujours rentrer à la maison, comme m'a redit ma grand-maman que j'ai pu revoir. Quoi que tu fasses, autant de temps que tu passes dehors, rentre toujours à la maison, voir si tout va bien et après, tu ressors. Je crois que ça manque un peu aux enfants maintenant. J'ai décidé à un moment de ne plus fréquenter certains amis parce qu'on était sur un mauvais chemin. On s'influençait mal. Heureusement que la musique m'a tiré de là. A est responsable d'une ASBL. La soixantaine passée, elle partage dans ce récit son point de vue ainsi que son expérience du dialogue en tant que parente, grand-parente, mais aussi en tant qu'éducatrice. Les jeunes ont besoin d'une présence, d'écoute et de compréhension. Ils ont besoin qu'on leur explique le pourquoi du comment. Nous devons sortir de notre éducation dictatoriale et pas seulement dire « t'as compris, t'as rien à rajouter ». Il faut sortir de notre façon de voir les choses et aller vers les jeunes. Il faut beaucoup de dialogue dans notre communauté africaine. Nous ne parlons pas assez avec les enfants. Le dialogue aide beaucoup l'enfant dans la construction de sa personnalité. Une personne sans passé est une coquille vide. Il faut avoir un passé, un présent et un futur. Et je pense que c'est à travers le dialogue que ça se construit. Moi, je suis pour le dialogue et je pense que nos seniors, même s'ils ne parlent pas le français, ont beaucoup de choses à dire. Dans mon expérience, je peux vous dire que j'ai vécu pendant 12 ans avec mes parents et mes petits-enfants. Et mes petits-enfants ressentaient une joie immense à pouvoir jouer avec leurs arrière-grands-parents. Mon père leur racontait des histoires et les enfants étaient heureux. Je trouve que c'était une joie pour les enfants de connaître ça. Ça fait du bien aux petits-enfants. C'est une autre forme de dialogue. Vous
point de vue de l'éducation, j'ai beaucoup de difficultés à parler des relations sexuelles avec mes enfants. Pour cause que dans la région d'où je viens, l'éducation sexuelle était transmise par la génération des grands-parents, grandes-cousines, etc. La grand-mère pouvait te parler des relations sexuelles avec aisance. Mais quand j'avais 11 ans, c'est la mère de mon père qui m'a tout expliqué. CSB, âgée de 59 ans, est belge d'origine congolaise. Elle possède un master en politique économique et sociale. Je dirais que plus l'habitude d'une conversation simple sur les choses du quotidien est importante entre les parents entre eux, les parents et les enfants entre eux, ça permet ce que j'appelle un dialogue. Il y a les conversations du quotidien, on mange quoi, on s'habille comment, on va à l'école comment, mais même ces actes du quotidien doivent faire l'objet de dialogue, car ils font partie d'un projet de vie commun. J'ai eu de nombreuses ruptures dans ma vie affective. J'ai élevé des enfants seuls. La relation est différente. Il a fallu être le père et la mère qui élèvent des garçons. Me parler à moi-même, seul, pour prendre des décisions. Il y a eu aussi des difficultés, surtout à l'adolescence. Il a fallu sortir des attitudes de la société dite traditionnelle. On gronde les enfants, on les moralise à tout moment. Grâce à l'habitude de la conversation quotidienne, j'ai pu surmonter ces attitudes et parvenir peu à peu à créer de la confiance et du dialogue. Et pour terminer, vous partagez une phrase qui a été dite par un parent âgé de 45 ans. Il est en possession d'un graduat en comptabilité. Je trouve que dans chacun de nous, il y a une richesse. Mon père me disait toujours que les relations sont importantes, que ce soit un fumeur de chanvre ou un autre. Il a un mot à dire et il est important de l'écouter. Il a quelque chose à t'offrir. Même le fait de te parler quand tu n'as personne à qui parler, c'est déjà parler. C'est déjà beaucoup qu'il t'apporte. Il faut lui accorder le temps d'écoute. Écoute-le. Il faut savoir ce qu'il veut te dire. Voilà, merci. Merci Madeleine. Si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Bintou. Ça a tellement été clair que, comme de l'eau des roches, Très clair. auquel cas, je vois une main. J'ai parfois comme une impression que la mort remplace dans un certain sens la famille. Je voudrais bien avoir l'avis de madame à ce sujet. Les banques c'est vrai que c'est disons spécifique, mais on a eu à mener des entretiens en parallèle et c'est vrai que c'est un problème qui interpelle vraiment tout le monde. Et les entretiens qu'on avait eu à mener, des rencontres de ce genre avec les jeunes, il est ressorti que les jeunes souvent, ayant des problèmes, ne pouvant pas s'identifier dans leur propre, je veux dire dans leur environnement immédiat, trouver une certaine sécurité dans ces bandes parce qu'ils se sentent non seulement en famille, mais protégés par rapport à
agressions extérieures. Mais j'avoue qu'ici, dans le cadre de notre projet, on n'a pas eu à aborder cette question. Et pour ajouter à ce que Bintou a dit, dans cette étude, on a mené des recherches auprès des enfants et des parents qui étaient dans une famille structurée, traditionnelle, classique, normale, par opposition aux jeunes en difficulté, parce qu'il faut d'autres outils pour pouvoir appréhender ces problèmes en profondeur. Mais il y a une association qui travaille avec des jeunes en difficulté, les Bayaya, je pense, et ils travaillent avec des jeunes en difficulté. Et aussi projet Matoni, je pense. D'analyser le parcours évidemment de ces familles. Utiliser une méthode qu'on appelle effet boule de neige, c'est-à-dire à partir de 2-3 personnes, on pouvait constituer au fur et à mesure notre cible. Parce que bon, le problème qu'on a eu, c'était la question de la disponibilité. Donc souvent, les personnes n'étaient pas disponibles, surtout les jeunes, surtout quand c'est en milieu scolaire, où ils ont l'école le week-end, c'est des activités. Pour pallier aussi ce problème, on avait décidé d'organiser ce qu'on appelle des bus. Donc, c'est vrai qu'au départ, on voulait donner du poids. Donc,